Monsieur Abraham Levin, merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Vous êtes senior speaker et directeur des médias au Centre d'éducation et de recherche ALMA, qui traite de tous les enjeux sécuritaires à la frontière nord d'Israël. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui, Monsieur Levin. Good morning. Thank you for having me. Bonjour, je vous remercie de m'avoir invité. Depuis le 7 octobre, le Hezbollah a fait feu quotidiennement sur Israël et Tsahal n'a fait que répondre à ces attaques. On est sur le qui-vive pour une guerre totale face au Hezbollah depuis, mais hier, tout a changé. Hier, le cabinet de guerre a annoncé avoir inclus le retour des résidents du Nord comme but de guerre. Et puis, quelques heures après, il y a eu la fameuse attaque des beepers. Est-ce que vous pensez qu'après 11 mois de conflit, Tsahal va finalement rentrer en confrontation directe avec le Hezbollah ? Alors, je comprends pourquoi vous me posez cette question, mais ici où je suis, dans le nord d'Israël, je ne vois pas les choses de cette façon. En l'état actuel des choses, je ne constate pas vraiment de manœuvre terrestre qui pourrait faire penser à une première manœuvre de guerre offensive, contrairement à ce que nous aurions tous pu penser. Donc pour moi, on n'est pas encore au stade de l'offensive, c'est plus une mise en garde, mais il pourrait y avoir d'autres raisons. L'attaque qui a eu lieu, quel que soit l'acteur à l'initiative, était inévitable car c'était une opportunité à saisir, mais je ne crois pas que c'était une provocation pour lancer une offensive au Sud-Liban. C'est très intéressant d'entendre. On sait déjà que cette attaque a fait des centaines, voire des milliers de blessés du côté du Hezbollah et que leur système de communication a été fortement impacté. Donc, on pourrait penser que c'est le bon moment pour lancer une offensive. Mais c'est vrai que le Hezbollah a peut-être eu vent de ce qui se passait et que les forces de défense israéliennes ont donc voulu en profiter pour saisir cette opportunité de frapper durement le Hezbollah. Je pense qu'il y a deux options possibles. L'une est celle que vous venez de mentionner, c'est-à-dire que les forces israéliennes ont vu une opportunité à saisir. Et que nous étions sur le point de perdre cette capacité, donc il fallait passer à l'action à ce moment-là. Ça peut être une possibilité, que ça fasse partie d'une planification plus large de Tsahal en amont de l'opération. L'autre option, c'est qu'il s'agit en fait d'une action préventive contre une attaque que le Hezbollah pouvait préparer, par exemple, ou des organisations terroristes affiliées, quelque chose que le Hezbollah préparait. Israël a maintenant des informations qu'il n'avait pas avant à propos de combattants du Hezbollah, par exemple, et inclut leur localisation, les personnes proches d'eux, leurs véhicules, par exemple, etc. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Il y a une opportunité de récolter des renseignements avec cette opération. S'il s'agit d'une opération de Tsahal, je suis sûr que l'armée israélienne a saisi cette opportunité de collecter des données sensibles, très utiles aux renseignements sur la localisation géographique des membres du Hezbollah, par exemple, et pour cartographier les organigrammes des brigades, des unités, les connexions entre les factions, les noms des membres. Toute information est bonne à prendre. Ce sont des données précieuses qui seront exploitées sans aucun doute. Le fait qu'un ambassadeur iranien ait eu dans sa poche un beeper du Hezbollah est assez édifiant, par exemple, mais cela ne me surprend pas. Cela ne fait que confirmer au monde les liens qu'entretiennent l'Iran et le Hezbollah. The connection between Iran and Hezbollah in a very brutal way. Absolutely. Et donc, comme vous avez mentionné, vous ne voyez pas cette attaque comme un premier mouvement vers une guerre. Quelle va être la suite alors? On attend maintenant juste la réplique du Hezbollah. Est-ce qu'elle risque de se faire un peu attendre, cette réplique du Hezbollah, à cause des problèmes notamment de communication qu'ils ont et le chaos qui règne? Je ne suis pas sûr qu'il y aura un impact si durable que ça en termes opérationnels pour le Hezbollah. Les opérations du Hezbollah sont planifiées très à l'avance, mais je pense qu'ils étudient la situation très prudemment. Je serais surpris qu'ils réagissent immédiatement sans avoir pris la mesure des conséquences de cette action, en termes d'infiltration dans leur rang par exemple, et avoir bien analysé l'ampleur des pertes humaines et symboliques également, d'ailleurs, qu'ils ont subies.
Ils évaluent donc la situation et riposteront lorsqu'ils seront prêts et préparés. Il ne faut jamais sous-estimer l'ennemi. Il ne faut pas, par exemple, supposer qu'ils feront le mauvais choix dans l'impulsion du moment. L'ennemi réfléchit, identifie et exploite les faiblesses pour attaquer. Ils savent qu'une guerre directe entre Israël et le Hezbollah se soldera par une défaite pour eux et se reflètera durement sur leur peuple. À mon avis, ils chercheront donc une faiblesse dans la protection de nos civils, par exemple, avant de passer à l'attaque. Très bien. Et bon, évidemment, on s'attend quand même à ce qu'à un moment, il y ait une confrontation plus large entre Israël et le Hezbollah. Si cette confrontation venait à arriver, quels seraient les objectifs de Tsahal? On parle souvent que Tsahal devrait récupérer un certain territoire, au moins jusqu'à la rivière Litanie, et de ce qu'on entend, ça devrait être fait dans un temps très très court. Comment vous voyez la chose? Je pense que nous aurons peu de temps pour agir. Nous devons prendre l'avantage et achever les opérations le plus vite possible. Israël est confronté à une forte pression internationale, notamment sur les exportations d'armes, et c'est là que stratégiquement le temps entre en compte. En ce qui concerne la possibilité d'une attaque au nord d'Israël, à la frontière avec le Liban, notre défense doit être améliorée. La ligne de front doit bouger, notre ligne de défense doit être bien meilleure compte tenu des échanges de tirs à courte et longue portée et compte tenu de la menace toujours présente d'une attaque terrestre agressive comme celle du 7 octobre. Nous devons donc changer notre ligne de défense, ce qui signifie une prise de terrain et donc avancer sur le territoire ennemi, ce qui signifie une expansion sur le front géographique pour prendre l'avantage sur le Liban. Pour le moment, nous entendons tous parler de la frontière géographique naturelle, celle du fleuve Litanie, par opposition à la ligne bleue qui suit la situation préhistorique entre l'Empire britannique et la France après la Première Guerre mondiale. Mais à mon avis, nous devons créer une meilleure situation pour les habitants du Nord afin de leur permettre de revenir dans leur foyer. 60 000 personnes ne peuvent plus rentrer chez elles depuis presque un an, donc c'est à prendre en compte aussi. Et pour que ça change, nous devons modifier notre ligne de défense et changer la situation stratégique afin que le Hezbollah ne puisse plus menacer le nord d'Israël. Absolument, il est plus que temps évidemment que cette situation change. Dernière question avant de vous quitter parce que nous sommes pris par le temps. On n'a pas beaucoup entendu jusqu'à présent le gouvernement libanais, mais qui, quand il s'agissait évidemment d'essayer de stopper les attaques de missiles du Hezbollah sur Israël, mais maintenant évidemment qu'une attaque se rapproche, on les entend de plus en plus essayer de dénoncer et d'empêcher Israël. Comment vous pensez que le gouvernement libanais va maintenant réagir par rapport à ça? En fait, ils n'ont aucun rôle à jouer dans cette situation. Nous ne sommes pas en guerre avec le Liban. Même historiquement, nous n'avons jamais été en guerre avec le Liban. Nous avons mené 2 guerres sur le territoire libanais, mais pas contre le Liban. Par contre, pas contre une armée libanaise à proprement parler. Aujourd'hui, c'est la même chose. Alors, il y a évidemment un gouvernement libanais avec une administration opposée à cette guerre, mais comme vous l'avez dit, les pressions qu'ils exercent sont uniquement dirigées contre Israël. Aucun d'entre eux ne dit, par exemple, au Hezbollah, ça suffit. Aucun d'entre eux ne dit au Hezbollah d'arrêter de tirer des roquettes alors que nous parlons de 10, 12, 16 attaques par jour, qu'elles soient arrêtées par Israël ou non. Et ce sont des attaques contre des civils, des villages, des communautés, avec ou sans habitants, tous les jours, et cela dure depuis plus de 11 mois maintenant. 60 000 personnes de plus de 40 communautés ont été évacuées et pas un mot du gouvernement libanais pour dire au Hezbollah « Pourquoi n'arrêtez-vous pas et nous verrons ce que fera Israël ?» Peut-être qu'Israël nous laissera partir. Les autorités libanaises sont défaillantes, ils ne s'occupent pas de leurs propres citoyens. Ils ne protègent pas les civils libanais dont ils ont la charge, ils n'ont pas la capacité de le faire d'ailleurs. Mais aucun d'entre eux n'a pris une position ferme contre le Hezbollah.
Ils font simplement pression sur Israël parce que c'est l'acteur le plus difficile à manipuler. Ça aurait été ma dernière question puisque nous sommes pris par le temps. Merci beaucoup, Avraham Levin, d'avoir été avec nous. My pleasure. Thank you very much. Je vous remercie de votre attention.